Tout le monde croit connaître Diana Ross. La silhouette parfaite. Le sourire qui ne vacille jamais. La voix satinée qui traverse les décennies comme si le temps n'avait aucune prise. On la voit, et on pense immédiatement, succès. Maîtrise. Grâce. Légende. Et pourtant, à 80 ans, il y a une phrase, une simple phrase, qu'elle laisse tomber comme on laisse tomber un bijou sur du marbre. Une confession sans larmes, sans dramatisation. Une vérité qui ne ressemble pas à un scandale, mais qui fait plus mal qu'un scandale, parce qu'elle touche à quelque chose de profondément humain. Elle admet enfin ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, sans oser le dire à voix haute. Que derrière la diva, derrière l'icône, derrière la reine de la scène, il y avait une petite fille qui a grandi avec une peur intime, une peur qui ne s'est jamais vraiment éteinte, la peur d'être abandonnée. La peur d'être oubliée. La peur de redevenir invisible. Alors la question devient vertigineuse. Comment la femme qui a fait rêver des millions de personnes, a-t-elle pu porter, pendant des décennies, cette fragilité secrète comme un poids dans la poitrine? Et si la vraie histoire de Diana Ross n'était pas celle d'une ascension, mais celle d'une fuite? Restez là. Parce qu'au fil de ce récit, vous allez comprendre que ses plus grands succès ne sont pas seulement des chansons. Ce sont des barricades. Des murs de musique construits contre le chagrin, contre la solitude, contre les pertes qui l'ont poursuivi depuis l'enfance. Et si, à un moment, vous sentez votre gorge se serrer, si vous pensez à quelqu'un de votre famille, à quelqu'un qui fait toujours semblant d'aller bien, alors vous n'êtes pas là par hasard. Dans ces instants-là, un simple j'aime peut sembler petit, mais c'est une façon de faire voyager cette histoire vers ceux qui ont besoin d'entendre qu'on peut briller et pourtant trembler à l'intérieur. Parce que tout commence loin des projecteurs. Détroit. Pas la Détroit mythique, mais la Détroit des familles qui serrent les dents et se lèvent tôt. La Détroit des quartiers où les enfants apprennent vite à se débrouiller, à négocier la rue, à lire les regards, à sentir les dangers avant qu'ils n'arrivent. Diana naît au milieu des années 40. Deuxième d'une fratrie de 6 enfants. Son père, sa mère, une maison où l'on travaille, où l'on prie, où l'on fait de son mieux. Et déjà, un détail presque comique mais profondément symbolique. On devait l'appeler Diane, mais sur le papier, à cause d'une erreur, le nom devient Diana. Elle grandit avec ce léger décalage, comme si le destin lui avait collé un prénom un peu trop grand pour elle, un prénom de scène, un prénom de reine, alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Dans le quartier, les voisins se connaissent. Les voix traversent les murs. Les odeurs de cuisine s'accrochent aux escaliers. Et parmi ses voisins, il y a un garçon qui deviendra lui aussi une légende, Smokey Robinson. Ce genre de coïncidence qui fait frissonner, parce que ça raconte une vérité. Les étoiles naissent parfois à quelques mètres les unes des autres, dans la même poussière, sous les mêmes lampadaires. Mais l'enfance de Diana ne reste pas longtemps un cocon. Un jour, sa mère tombe gravement malade. À l'époque, une maladie comme la tuberculose n'est pas un simple mot sur une ordonnance. C'est un spectre. C'est la peur qui s'invite à table. Les enfants doivent partir, temporairement, vivre chez leurs grands-parents, en Alabama, pendant que leur mère se bat pour se rétablir. Imaginez la scène. Vous avez 7 ans. Vous ne comprenez pas tout. Vous sentez juste que quelque chose ne va pas. Vous regardez les adultes parler à voix basse. Vous voyez des valises. Vous entendez les mots il faut y aller, ce sera pour un temps, ça va aller. Et vous partez. Quand on est enfant, on ne dit pas je vis un traumatisme. On dit juste, je m'adapte. Mais le corps, lui, n'oublie pas. Le cœur, lui, enregistre. Et dans un coin de sa mémoire, Diana apprend une première loi cruelle, même l'amour peut être interrompu. Plus tard, la mère guérit. La famille revient à Détroit. Et là, nouveau décor, les Brewster Douglas, ces grands ensembles où les vies s'empilent, où les corridors sentent le métal et le savon, où le bruit des pas résonne comme une musique permanente. Dans ce monde-là, on apprend à se faire une place. On apprend aussi que la place n'est jamais acquise. Et un autre événement vient marquer Diana, encore adolescente, d'une empreinte difficile à effacer. Dans son voisinage, elle est confrontée à la réalité de la mort, à un drame qui la fait basculer d'un coup dans une conscience adulte. Elle parlera plus tard d'une nuit de chagrin, d'un moment charnière où elle comprend que la vie peut basculer sans prévenir. C'est là que se forme quelque chose en elle. Une décision silencieuse. Je ne veux plus jamais me sentir impuissante. Parce que l'impuissance, c'est ce que vous ressentez quand vous êtes enfant, quand la maladie décide, quand les adultes décident, quand le monde décide. Et certains enfants, à partir de là, deviennent des adultes qui contrôlent tout, leur image, leurs mots, leurs émotions, leur destin. Diana, à l'école, se rêve créatrice de mode. Elle entre à Cass Technical High School, une école exigeante, prestigieuse. Elle apprend les tissus, les coupes, le sens des lignes. Elle apprend aussi, sans le dire comme ça, la science de la présentation. Comment on tient une posture. Comment on se met en valeur. Comment on prend de la place dans une pièce sans faire de bruit. Le soir,
elle suit des cours supplémentaires. Mannequinat. Cosmétologie. Elle ne s'autorise pas à être juste moyenne. Elle veut être prête. Toujours prête. Et pendant que d'autres adolescents se cherchent, elle travaille. Très jeune, elle décroche un job dans un grand magasin du centre-ville, un poste modeste mais symbolique pour l'époque. Ce n'est pas glamour. Ce n'est pas une scène. Mais c'est une preuve. Une preuve qu'elle peut gagner son argent, qu'elle peut tenir, qu'elle peut avancer. En parallèle, elle coiffe des voisins. Elle fait des petites choses, des gestes pratiques, concrets. Ça la rend fière. Ça la rend indépendante. Ce détail est important. Parce qu'il révèle le moteur de Diana Ross avant même la musique, elle ne veut dépendre de personne. Et vous, à sa place, vous auriez fait quoi? Vous auriez attendu qu'on vous tende la main, ou vous auriez appris à la tendre vous-même? Si cette question vous parle, laissez un commentaire. Pas pour faire joli. Juste parce que ces histoires prennent une autre dimension quand on les relie à nos propres vies. Et si vous vous reconnaissez dans cette volonté de tout gérer, même quand ça fatigue, un abonnement peut sembler anodin, mais ça crée un rendez-vous. Un rendez-vous avec des récits qui font du bien parce qu'ils mettent des mots sur ce qu'on cache souvent. Puis la musique arrive. Mais pas comme un miracle. Comme une extension de sa stratégie. Avec d'autres jeunes filles, elle forme un groupe. D'abord The Primette. Elle répète, elle rêve, elle cherche une chance. Dans les couloirs, dans les auditions, dans les salles où personne ne les attend. Et puis, il y a Motown. Il y a cette porte qui s'ouvre à peine, puis un peu plus, puis complètement. Berry Gordy, le fondateur du label, est un homme d'instinct. Il voit la scène comme un échiquier. Il comprend le public. Il comprend le pouvoir d'un visage, d'une silhouette, d'une voix. Et quand il regarde Diana, il voit quelque chose, une présence qui capte l'œil. Une élégance qui donne l'illusion d'une certitude totale. Mais une illusion, justement. Parce qu'à l'intérieur, Diana n'est pas une certitude. Elle est une tension. Elle veut briller, et elle a peur. Et c'est ça, la dualité centrale. La femme la plus admirée, construite sur une fragilité que personne ne doit voir. Le groupe devient The Supreme. Et au début, c'est la fin. La vraie fin. Celle qui vous pousse à accepter tous les trajets, toutes les répétitions, toutes les humiliations. Elles enchaînent les essais, les titres qui ne décollent pas. Elles se font surnommer, parfois, avec une ironie cruelle, les suprêmes sans succès. Et là, beaucoup auraient lâché. Diana, elle, ne lâche pas. Parce que quand vous avez connu l'instabilité, la réussite devient un refuge. Un toit. Puis arrive 1964. Where did our love go? Et tout explose. Du jour au lendemain, elle passe de l'ombre à la lumière. Les radios tournent. Les télévisions invitent. Les salles se remplissent. Et le plus fou, c'est qu'elle ne signe pas un seul succès, mais une série. Baby Love, Come See About Me, Stop. In the Name of Love. Ces titres deviennent des symboles. Des refrains qui collent à la peau de l'époque. Le public voit trois femmes magnifiques, coordonnées, élégantes, souriantes. Mais à l'intérieur du groupe, quelque chose change. La lumière ne se répartit pas équitablement. On commence à mettre Diana en avant. Encore. Et encore. Elle devient le visage principal. Et dans un monde où chaque seconde de caméra compte, ce favoritisme devient un poison. Mary Wilson, Florence Ballard, elles le sentent. Elle voit les costumes, les placements, les décisions. Elle voit la machine choisir sa reine. Et quand une machine choisit, elle écrase souvent le reste. Diana, de son côté, n'est pas uniquement coupable. Elle est aussi prise au piège. Parce que quand on vous offre la lumière, on vous fait comprendre qu'il n'y aura peut-être pas de deuxième chance. Et quand vous avez grandi dans la peur de perdre, vous attrapez la lumière comme on attrape une bouée. Alors elle s'accroche. Elle commence à se démarquer. À soigner son image. À devenir la silhouette qu'on retient. Et évidemment, ça crée des tensions. Des regards qui se durcissent. Des silences dans les voitures. Des sourires qui sonnent faux dans les loges. Imaginez cette scène, vous êtes au sommet. Les fans hurlent votre nom. Vous êtes censé être heureuse, mais vous sentez, à côté de vous, l'électricité d'une guerre froide. Et vous savez que cette guerre n'a pas besoin de cris pour détruire. Elle détruit avec des non-dits. Le drame, c'est qu'à ce moment-là, Diana apprend une deuxième loi de la vie. Pour gagner la lumière, il faut parfois perdre des gens. Et c'est là que l'histoire bascule. Florence Ballard finit par quitter le groupe, remplacée. Pour certains, c'est une nécessité professionnelle. Pour d'autres, c'est un arrachement brutal. Et quoi qu'on pense des détails, une chose est sûre, ce remplacement marque une blessure. Une blessure dans la promesse de sororité que le public imaginait. Diana continue. Toujours. Parce que s'arrêter serait reconnaître la fragilité. Et reconnaître la fragilité, c'est risquer de redevenir cette petite fille de Détroit qui n'avait aucun pouvoir.
Mais la question que personne n'ose poser, à ce moment-là, est simple. Combien de solitude peut-on payer pour une couronne? Si vous sentez que cette histoire commence à dépasser la musique, prenez une seconde. Pensez à une période de votre vie où vous avez dû choisir entre votre ambition et vos relations. Ce choix-là, beaucoup le vivent. Peu osent en parler. Alors si vous voulez, racontez-le en commentaire. Et si vous avez grandi avec Motown, avec The Supreme, avec Diana Ross, un j'aime, c'est aussi une façon de dire « je me souviens ». Se souvenir, parfois, c'est ce qui relie les générations. Pendant ce temps, l'amour s'invite dans le chaos. Il y a Smokey Robinson, d'abord. L'ami d'enfance. Le voisin. L'homme dont la voix, plus tard, deviendra elle aussi un symbole. Entre eux, une relation naît, délicate, imprévue, mais Smokey est marié. Et Diana, malgré les sentiments, recule. Elle met fin à ce qui aurait pu être une grande histoire. Pourquoi? Parce qu'elle a un sens aigu de la loyauté, mais aussi parce qu'elle sait ce que ça fait de vivre dans l'instabilité. Elle sait ce que ça fait de sentir qu'un foyer peut se fissurer. Elle n'a pas envie d'être celle qui provoque cette fissure. Puis il y a Berry Gordy. Et là, on entre dans une zone beaucoup plus complexe. Parce que Berry n'est pas seulement un homme dans sa vie. Il est aussi la porte de sa carrière. L'architecte de son image. Celui qui peut décider, en une réunion, du futur d'une chanson, d'une tournée, d'un placement. Entre eux, la relation devient intime. Un mélange de passion, de respect, de calcul, de dépendance émotionnelle. Et ce mélange a une conséquence, la frontière entre le cœur et le travail disparaît. Imaginez le vertige. Vous aimez quelqu'un, et cette personne contrôle, en partie, votre destin. Le public ne voit pas ça. Le public voit une reine, brillante, intouchable. Mais la réalité, c'est qu'elle apprend à vivre avec une pression permanente, ne pas déplaire. Ne pas déplaire au public. Ne pas déplaire au label. Ne pas déplaire à l'homme qui vous aime et vous dirige à la fois. Et pourtant, malgré tout, Diana avance vers l'inévitable. 1970, elle quitte The Supreme. C'est une décision historique. Un saut dans le vide. Un acte de courage, ou d'instinct de survie, selon le point de vue. Elle part parce qu'elle veut être plus qu'une voix dans un groupe. Elle veut être un monde à elle seule. Et ce qui suit est une confirmation éclatante, elle y arrive. Sa carrière solo décolle. Entno Munta Aya 9 devient un hymne. Et c'est là que la symbolique est fascinante. Elle chante qu'aucune montagne n'est assez haute, qu'aucune vallée n'est assez profonde, alors qu'elle, intérieurement, lutte contre une vallée intime, celle de la peur de perdre. Les années 70 la transforment en icône globale. Elle explore. Elle change de style. Elle alterne la douceur, la puissance, le glamour. Et elle va même au cinéma. Quand elle incarne Billie Holiday, elle ne joue pas seulement un rôle. Elle frôle une vérité, le talent immense peut cohabiter avec la douleur immense. Et quand le public la voit à l'écran, beaucoup comprennent qu'elle n'est pas juste une chanteuse. Elle est une présence dramatique, une femme capable de porter une tragédie dans un regard. Mais le succès a une habitude, il ne laisse pas le temps de respirer. Diana enchaîne. Album. Tournée. Réception. On la veut partout. Et elle, parce qu'elle a appris à ne pas lâcher, dit oui. Encore. Encore. Puis vient la maternité. Et là, quelque chose s'adoucit. Elle devient mère de 5 enfants. Et peu à peu, sa vision de la vie se déplace. Les projecteurs comptent, mais les prénoms à la maison comptent autrement. Et pourtant, même la maternité arrive avec sa complexité. Il y a une histoire, longtemps silencieuse, qui flotte autour d'elle, la naissance de sa fille Rhonda. Officiellement, pendant un temps, on pense que son mari d'alors est le père. Mais la vérité est plus compliquée. Rhonda est la fille de Berry Gordy. Et ce secret, quand il est révélé à l'enfant plus tard, n'est pas un détail mondain. C'est un séisme intime. Parce que dire la vérité à un enfant, c'est aussi accepter de se dévoiler, de montrer qu'on n'a pas été parfaite. Et c'est là qu'on retrouve la dualité, Diana Ross, l'icône de contrôle, face au chaos réel de la vie. Elle se marie avec Robert Ellis Silverstein. Un mariage qui ressemble à une tentative de stabilité. Ensemble, ils ont 2 filles, Tracey et Chudney. La famille, malgré les tensions, reste un repère. Et plus tard, malgré la séparation, on verra quelque chose d'assez rare dans le monde des célébrités, une forme de respect persistant. Une capacité à rester une famille, même après le divorce. Après, elle rencontre Arne Næss Jr., un homme d'affaires norvégien. Avec lui, elle vit une autre étape, un mariage plus long, une vie entre 2 mondes, et 2 fils, Ross et Evan. Cette relation, elle aussi, connaîtra une fin. Mais même après leur séparation, il reste un lien, parce qu'ils ont construit une famille. Et puis, un jour, Arne meurt dans un accident d'escalade. Là encore, la vie rappelle une vérité brutale. On peut aimer, on peut construire, on peut divorcer même,
Mais la perte, elle, ne demande pas votre avis. La perte arrive. Et elle vous laisse avec des souvenirs qui mordent. Imaginez Diana, dans ces moments-là. Une femme qui a vécu sous le regard du monde, qui a dû être forte en public, et qui, en privé, encaisse encore une fois l'idée qu'on ne contrôle pas tout. C'est ici que beaucoup de gens comprennent, sans qu'elle ait besoin de le dire. Si elle a été si exigeante, si perfectionniste, si diva parfois, c'était peut-être moins par arrogance que par peur. La peur de perdre. La peur de revivre le chaos. La peur que tout s'écroule si elle lâche le volant une seconde. Et maintenant, on arrive à l'une des blessures les plus profondes. Son frère, Arthur. Arthur Ross est un homme talentueux. Il écrit. Il gravite autour de la musique, autour d'artistes majeurs. Mais il vit dans l'ombre de sa sœur. Et vivre dans l'ombre, quand on est fragile, peut vous détruire. Arthur lutte. Dépendance. Erreur. Dérapage. Et Diana, de son côté, essaie. Elle aide. Elle soutient. Elle donne ce qu'elle peut. Mais il y a une chose que tout le monde apprend un jour, parfois trop tard, on ne peut pas sauver quelqu'un qui refuse de se sauver. Puis la tragédie arrive. Arthur est tué lors d'un événement violent, lié à un vol. Et ce qui dévaste Diana, au-delà de la mort, c'est la manière. Le fait que son frère ait été retrouvé tard, comme si le monde l'avait oublié. Imaginez la douleur. Vous êtes l'une des femmes les plus célèbres au monde. On vous applaudit, on vous adore, on écrit votre nom en lettres géantes, et vous apprenez que votre propre frère est mort dans une solitude que vous n'avez pas su empêcher. Ça vous brise à un endroit que les projecteurs n'atteignent pas. Et c'est là qu'elle fait un choix très particulier, elle n'assiste pas aux funérailles. Pour beaucoup, c'est incompréhensible. Mais quand on comprend sa logique, ça devient tragique. Elle a peur que sa présence transforme la cérémonie en spectacle médiatique. Elle a peur que, même dans la mort, Arthur soit le frère de Diana Ross, écrasé par son nom. Alors elle reste loin. Et elle envoie une lettre, un message, porté par sa fille. Ce geste, c'est tout Diana Ross résumé, elle aime profondément, mais elle se protège. Elle protège les autres aussi, à sa manière. Elle veut éviter le cirque. Elle veut garder un peu de dignité au milieu du bruit. Et si vous avez déjà vécu un deuil compliqué, un deuil où la culpabilité se mélange à l'amour, où la logique se mélange au chagrin, vous savez à quel point c'est violent. À quel point ça peut vous changer. À ce stade, si vous sentez que l'histoire touche quelque chose de personnel, je vous le dis franchement, gardez cette émotion. Ne la chassez pas. Et si vous voulez, laissez un j'aime maintenant. Pas par habitude. Comme un signe silencieux de compassion. Parce qu'il y a des gens qui écoutent ce récit et qui portent, eux aussi, la douleur de ne pas avoir pu sauver un proche. Diana, après cette perte, continue de marcher. Mais à l'intérieur, quelque chose s'alourdit. Et c'est là qu'un autre personnage devient central, Michael Jackson. Michael rencontre Diana très jeune. Pour lui, elle n'est pas seulement une star. Elle est une figure. Une grande sœur. Une source de réconfort. Il y a entre eux une relation profonde, parfois difficile à comprendre de l'extérieur. Certains fantasment une romance. D'autres parlent d'admiration intense. Mais ce qui est sûr, c'est la confiance. Michael, dans sa vie, a connu la célébrité comme une cage dorée. Diana, elle, sait ce que c'est de porter une image qui vous dépasse. Alors ils se comprennent. Ils partagent des moments professionnels. Ils se retrouvent sur scène, dans des projets, dans des coulisses où les gens ordinaires n'entrent jamais. Et ce lien devient si fort que Michael souhaite, en cas de drame, que Diana puisse jouer un rôle auprès de ses enfants. Imaginez ce poids-là. Être désigné comme une personne assez stable, assez digne de confiance, pour protéger ce qu'il y a de plus précieux, des enfants. Cette confiance dit quelque chose de Diana Ross qu'on oublie souvent. Derrière le glamour, il y a une femme qui inspire la sécurité. Une femme qui, malgré ses failles, est perçue comme un refuge. Mais la vie, encore une fois, ne la laisse pas tranquille. Parce que Michael meurt. Et là, Diana perd non seulement un ami, mais aussi un miroir. Quelqu'un qui comprenait la pression. Quelqu'un qui savait ce que ça fait d'être adoré par des millions, et pourtant seul dans une chambre. Et c'est peut-être là que l'aveu commence à se dessiner. Quand vous perdez les gens qui vous comprennent, vous vous retrouvez face à vous-même. Face à ce que vous avez fui toute votre vie. Et Diana Ross, à 80 ans, laisse entendre qu'elle a compris quelque chose de simple et douloureux. La célébrité ne guérit pas les blessures d'enfance. Elle ne fait que les maquiller. Pendant ce temps, le public continue de voir la légende. Les récompenses arrivent. Les hommages. Des prix prestigieux. Un Grammy pour l'ensemble de sa carrière. Des applaudissements officiels. Des honneurs qui disent « Tu as marqué l'histoire ». Mais ce que les honneurs ne disent pas, c'est ce que ça coûte. Parce qu'à côté des trophées, il y a la fatigue. Au tournant des années 2000, Diana traverse une période difficile. Stress, épuisement, fragilité. Elle cherche de l'aide.
Elle entre en réhabilitation pour des problèmes liés à l'alcool et à des médicaments. Puis survient une arrestation pour conduite en état d'ivresse. Cette séquence choque parce qu'elle casse l'image. Mais en réalité, elle raconte une vérité universelle. Même les plus forts craquent quand la pression dure trop longtemps. Et quand on a passé une vie à tenir, il suffit parfois d'un effondrement intime pour que tout sorte d'un coup. Le public juge vite. Il oublie que derrière la diva, il y a une femme qui a encaissé des deuils, des conflits, des séparations, des attentes impossibles. Et pourtant, encore une fois, Diana fait ce qu'elle a toujours fait, elle se relève. Elle continue de chanter. Elle continue de tourner. Elle continue de se présenter au monde avec ce sourire qui semble dire « je vais bien ». Mais à ce stade, si on écoute vraiment, on entend autre chose. On entend une femme qui a fait la paix avec une partie de sa fragilité. Une femme qui comprend enfin qu'être forte ne veut pas dire être invulnérable. Et on le voit dans les gestes. Dans la manière dont elle parle de ses enfants et de ses petits-enfants. Dans la manière dont elle souligne la famille comme un trésor. Dans ces instants où elle s'autorise à dire, entre deux mots, qu'elle a eu peur, qu'elle a douté, qu'elle a été seule. Parce que le public, lui, soupçonnait déjà quelque chose. On le soupçonnait dans sa façon de contrôler son image. Dans sa précision. Dans sa distance parfois. Dans cette manière d'être toujours impeccable, comme si la moindre fissure pouvait tout faire s'écrouler. On soupçonnait que cette perfection n'était pas un caprice. C'était une armure. Et l'aveu, c'est précisément ça. Elle admet enfin que cette armure était nécessaire, parce qu'elle s'est longtemps sentie en danger émotionnellement. Pas un danger visible. Un danger intérieur. Le danger de retomber dans la peur de l'enfance. Vous voyez ce paradoxe? La femme qui chantait l'amour, qui chantait la liberté, qui chantait la joie, a passé une partie de sa vie à lutter contre une angoisse intime, un vide intérieur, une solitude. Et pourtant, c'est peut-être ce paradoxe qui a fait d'elle une légende. Parce que la scène devient alors un endroit de transformation. Quand Diana Ross monte sur scène, elle ne fait pas seulement un spectacle. Elle transforme la peur en beauté. La tristesse en élégance. La solitude en communion. C'est pour ça que ces chansons touchent encore. Parce qu'elles ne sont pas seulement des mélodies. Elles sont chargées d'un effort humain. Prenez Endless Love, ce duo mythique. Tout le monde y entend une déclaration romantique. Mais si vous écoutez avec cette nouvelle perspective, vous pouvez aussi entendre autre chose, une quête d'amour comme refuge. Une tentative de trouver, dans la relation, une stabilité que la vie n'offre jamais longtemps. Prenez I'm Coming Out. Beaucoup l'ont vécu comme un hymne de libération. Et il l'est. Mais c'est aussi, symboliquement, une affirmation d'identité. Je suis là. Je prends ma place. Je ne serai pas effacé. Et maintenant, imaginez que cette affirmation soit née d'une peur primitive, la peur d'être effacé. Ça change tout. Revenons un instant à The Supreme, parce que c'est un point où beaucoup se trompent. On dit souvent, Diana a voulu voler seule, elle a trahi les autres. Ou, les autres l'ont jalousée. La vérité est plus tragique et plus simple. Le système a créé une situation où quelqu'un devait être la star, et les autres devaient devenir les autres. Dans ce contexte, Diana a choisi la survie. Et les autres ont vécu la douleur de l'effacement. C'est un mécanisme qu'on retrouve partout, dans les familles, dans les entreprises, dans les amitiés. Quand une personne monte, certaines relations ne résistent pas. Et parfois, ce n'est pas de la méchanceté. C'est juste une incompatibilité émotionnelle avec la lumière. Puis, en 2000, il y a cette tentative de réunion de The Supreme. Un événement attendu, nostalgique. Et pourtant, même là, les tensions ressurgissent. Les questions d'argent, les questions de reconnaissance, les rancœurs. Résultat, la réunion ne correspond pas aux rêves du public. Beaucoup s'y perdent. Certains fans se sentent trahis. Mais quand on connaît le passé, on comprend, on ne recolle pas facilement un miroir brisé, même si on le souhaite. Diana, elle, continue de porter son héritage. Elle continue d'être célébrée. Et au fil des années, elle devient plus qu'une star, elle devient un symbole. Un symbole de persévérance. Et c'est là qu'arrive quelque chose de magnifique. Avec l'âge, elle semble moins obsédée par la perfection et plus attirée par l'essentiel. On la voit sourire autrement. On la voit évoquer ses proches. On la voit célébrer la famille comme une victoire plus grande que les trophées. Il y a même des gestes très forts, des moments où elle affiche, d'une manière discrète mais puissante, les noms de ses enfants, comme si elle voulait graver au monde entier cette vérité, tout ça, je l'ai fait aussi pour eux. Et ça, c'est l'aveu final. La vérité que beaucoup soupçonnaient. Que Diana Ross n'a pas couru après la gloire uniquement par ambition. Elle a couru après la gloire pour se construire un endroit où elle ne serait plus jamais la petite fille impuissante. Pour se construire un monde où la maladie ne pouvait pas lui voler sa mère. Un monde où la pauvreté ne pouvait pas la dévorer. Un monde où l'abandon ne pouvait pas la surprendre. Sauf que la vie,
même pour les icônes, trouve toujours des façons de rappeler qu'on ne contrôle pas tout. Les deuils arrivent. Les conflits arrivent. La fatigue arrive. Et pourtant, elle tient. À 80 ans, elle continue de chanter. Non pas parce qu'elle doit prouver quelque chose, mais parce que la scène reste l'endroit où elle respire. Et à ce moment-là, je veux vous demander quelque chose, très simplement. Quelle est la chose, dans votre vie, qui vous a tenu debout quand tout semblait trop lourd? Une personne? Un métier? Une passion? Une chanson? Répondez en commentaire. Ça peut sembler banal, mais c'est exactement comme ça qu'on transforme une histoire de star en quelque chose de vivant, en la reliant à nos propres combats. Et si vous sentez que ce récit vous a apporté autre chose que de la nostalgie, si vous avez eu l'impression de comprendre Diana Ross autrement, alors abonnez-vous. Pas par automatisme. Parce que d'autres histoires existent, et qu'elles méritent d'être racontées avec la même nuance, l'ombre et la lumière, ensemble. Parce que Diana Ross, au fond, n'est pas seulement une légende. C'est une femme qui a vécu une vérité que beaucoup d'entre nous connaissent. On peut être applaudi, et pourtant se sentir seul. On peut être admiré, et pourtant avoir peur. On peut être fort, et pourtant avoir besoin d'amour. Et c'est précisément pour ça qu'elle nous touche encore. Maintenant, revenons à cette phrase, cette confession qui semble simple mais qui change toute la lecture de sa vie. Quand elle admet, avec le recul, que tout n'était pas aussi magique qu'on le croyait, qu'il y avait des nuits difficiles, des pertes, des moments de solitude, elle ne détruit pas sa légende. Elle la rend plus grande. Parce qu'une légende parfaite est froide. Mais une légende humaine réchauffe. Et quand vous écoutez Diana Ross aujourd'hui, avec cette perspective, vous réalisez que la voix qui chante n'est pas seulement une voix de star. C'est une voix de survivante. Une survivante de l'enfance instable. Une survivante des rivalités imposées. Une survivante des relations complexes. Une survivante du deuil. Une survivante de la pression. Et peut-être que, si elle continue de chanter encore et encore, ce n'est pas seulement pour le public. C'est aussi pour elle. Pour se rappeler qu'elle est encore là. Qu'elle n'a pas été effacée. Qu'elle a traversé la vallée. Qu'elle a franchi les montagnes. Et qu'au bout du chemin, la plus grande victoire n'était pas un numéro 1. C'était de rester debout, malgré tout. Avant de vous laisser, j'ai une dernière question. Une question qui, je pense, mérite plus qu'un simple mot. Si vous aviez la possibilité de dire une seule phrase à la Diana Ross de 15 ans, celle qui travaille, celle qui apprend à se protéger, celle qui se construit une armure, vous lui diriez quoi? Écrivez-le. Une phrase. Même courte. Parce que parfois, écrire ça, c'est aussi se parler à soi-même. Et si vous connaissez quelqu'un, un parent, un ami, une personne âgée qui écoute encore ces chansons et qui croit que les légendes n'ont jamais souffert, envoyez-lui ce récit. Pas pour le choquer. Pour l'apaiser. Parce que la vraie beauté de Diana Ross, ce n'est pas seulement sa voix, ni sa silhouette, ni ses robes. C'est d'avoir prouvé qu'on peut être un symbole, et rester humain. Et ça, franchement, c'est peut-être le plus grand héritage qu'elle pouvait laisser.